Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. C'est la journée internationale des droits de l'enfance. Il y a 25 ans, jour pour jour, était signée une convention internationale des droits de l'enfant à New York, aux États-Unis. Un texte de 54 articles qui rappelle que chaque enfant a le droit à l'éducation, à la protection, aux soins ou encore aux loisirs. Et ce, quelle que soit son origine, la couleur de sa peau ou encore le milieu social et le sexe. À l'époque, seuls 2 pays n'avaient pas ratifié le document, les États-Unis et la Somalie. Un quart de siècle après, quel est le bilan, quelles avancées? Quels sont les fléaux qui persistent? On en parle avec 2 défenseurs des enfants. Geneviève Avenard, merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes l'adjointe au défenseur français des droits, déléguée à l'enfance. Vous êtes défenseur des enfants. Avec nous également Amine Barren, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, animateur de télévision. Vous présentez l'émission sur TV5 Monde qui s'appelle Jeunesse à vos droits. Et vous avez réalisé, si l'on peut dire, des courts-métrages, des courts-programmes destinés justement à cette journée des droits de l'enfant. Le premier a été diffusé ce matin sur TV5 Monde. Parce que les enfants et les jeunes ne sont pas des adultes en miniature et qu'ils ont besoin d'une protection spécifique, la Convention internationale des droits de l'enfant, dite aussi Convention de New York, a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. United Nations is yours. Il s'agit là d'un texte fondateur à l'échelle mondiale, car il fédère les États du monde autour d'une même volonté, assurer la protection de l'enfant et le reconnaître comme ayant des droits. Cette convention a la vocation universelle, énonce en 54 articles les droits fondamentaux des enfants et les obligations des États. Cela concerne tous les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans, quelle que soit leur origine, leur sexe ou leur religion. La Convention explore donc tous les domaines de la vie de l'enfant. Droit à l'identité, droit à l'éducation, à la santé, droit de ne pas être exploité, d'exprimer son opinion et la protection contre les discriminations et les mauvais traitements. Elle énonce aussi des droits spécifiques à des catégories particulières, comme les enfants handicapés, réfugiés ou soldats. Le texte pose surtout le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. En ratifiant la Convention, la France est engagée à mettre ses propres lois en conformité avec les dispositions de ce texte. Le tout sous le contrôle et la surveillance du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. L'UNICEF veille aussi à l'application de la Convention. Vous l'aurez compris, même si vous avez moins de 18 ans, vous avez des droits. Voilà donc pour les fondements et les objectifs de cette convention, présentée donc par Amine Barren qui est avec nous. Geneviève Avenard, quel bilan tirez-vous aujourd'hui, un quart de siècle après la signature de cette convention ? Alors, le bilan est globalement positif. 25 ans après, notamment au niveau mondial, le taux de scolarisation des enfants a augmenté, a doublé. Le taux de mortalité a diminué de façon importante sur l'ensemble du territoire du globe, des territoires du globe. Bon, en revanche, effectivement, d'autres problématiques sont apparues ou ont été renforcées. Bien sûr, je pense aux conflits armés dans lesquels, effectivement, participent un nombre important d'enfants soldats, avec les conséquences que cela a, directement pour eux, pour leur santé, pour leur bien-être, et également les conséquences que cela a pour des jeunes qui vont se trouver, des enfants qui vont se trouver en situation d'être migrants. Ouais. Et nous accueillons, vous savez, en France, un nombre important de jeunes migrants qui sont issus des zones de guerre. Amine Barren, on a bien compris le fondement, tout le monde sera d'accord avec cette convention, mais vous qui êtes juriste, quel est son pouvoir contraignant Alors, tout d'abord, cette Convention internationale des droits de l'enfant est un instrument extraordinaire et très innovant, dans la mesure où il fédère plusieurs États du monde, où il a été ratifié par la quasi-totalité des États du monde, vous le disiez tout à l'heure. Et cet instrument permet de reconnaître l'enfant comme étant détenteur de droits, ce qui est quand même très important. Et si on devait résumer l'objectif de cette Convention, c'est de dire que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, l'enfant a des besoins spécifiques qu'il faut assurer. Donc cette Convention est un premier pas, la Convention ne peut pas
pas tout réglé, ça reste un texte. Aussi fondateur et novateur soit-il, cela reste un texte. Il faudrait peut-être l'appliquer d'une façon plus rigoureuse. Et là est le problème. Justement, le texte est très beau, est assez exhaustif, puisqu'il y a 54 articles. Dans ces articles, on explore tous les domaines des droits de l'enfant. Le problème se situe, à mon sens, au niveau de l'application de cette convention, qui est, je le pense, assez lacunaire et en tout cas perfectible. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'application, justement, si l'on peut dire, c'est votre domaine de prédilection. À ce sujet, justement, sur le pouvoir contraignant, concrètement? Alors déjà, je voudrais indiquer que donc la France est dotée d'une institution indépendante, constitutionnelle indépendante, qui est le défenseur des droits, qui a pour mission de promouvoir l'égalité et de défendre les droits de chacun, les adultes comme les enfants. Et en particulier, le défenseur des droits a un adjoint, une adjointe en l'occurrence, qui est la défenseur des enfants. Donc je pense que c'est important de le souligner puisque c'est notre mission que de effectivement essayer de rendre effectifs les droits des enfants au travers notamment des saisines qui nous sont adressées par les enfants eux-mêmes, par les familles, par les associations et qui nous permettent effectivement de repérer les points, les questions qui restent aujourd'hui en difficulté d'application. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a globalement en France une situation plutôt favorable, qui a beaucoup évolué, mais qu'il reste quand même des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Ouais, justement, le chiffre est assez effarant sur le nombre d'enfants dans la rue qui n'ont pas de toit. C'est vrai, de la même façon que les derniers chiffres sur la pauvreté des enfants sont aussi très alarmants. Puisqu'aujourd'hui, on dit que plus de 440 000 enfants sont tombés et vivent dans la pauvreté en plus par rapport à 2008. Donc c'est important, c'est un chiffre important. Il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience par rapport à cette réalité. Mais sur les sans domicile fixe, est-ce que vous confirmez, j'ai un chiffre, 112 000 selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique en France, 120 000 sans domicile fixe en France, parmi lesquels 31 000 enfants, des chiffres en hausse de 44% en 11 ans. Comment l'expliquez-vous ? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas acceptable de penser que des enfants se trouvent dans la rue, puisque c'est vraiment contraire aux conditions de vie normales, décentes, dignes, que nous devons, en tant qu'adultes, leur garantir et leur assurer. Après, sur la question des chiffres, je ne peux pas... Voilà, les chiffres sont de sources multiples. C'est vrai que déjà, un des enjeux, il me semble, pour les pouvoirs publics, ce serait effectivement de faire de cette question une priorité pour recueillir l'ensemble des informations chiffrées, quelles que soient les sources, de manière à effectivement bien identifier quelles sont les problématiques rencontrées. Et puis, le deuxième enjeu pour les pouvoirs publics, ce serait vraiment de conduire des études d'impact. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une décision qui s'envisage, un processus législatif qui s'envisage, c'est réfléchir et travailler sur l'impact que peut avoir ce dispositif législatif sur les enfants et sur l'effectivité de leurs droits. Ouais. Alors la situation n'est bien entendu pas la même dans toutes les régions du globe. Amine Barren, qu'en est-il justement? Quelles sont les zones, les points noirs, si l'on peut dire, en matière de respect des droits des enfants, ou de non-respect plutôt? Malheureusement, il y en a plusieurs. Les enfants ne sont pas égaux, malgré le principe fondateur et directeur de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le principe de non-discrimination. Mais il y a une discrimination par rapport à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, où se situe dans des zones géographiques. Alors l'application n'est pas la même. Si vous voulez, la situation actuelle, l'UNICEF rend des rapports aussi annuels concernant la situation des enfants dans le monde. Effectivement, dans les zones de conflit, par exemple, l'application de cette convention est laborieuse, on peut le comprendre. Enfants victimes de guerre, enfants soldats aussi. Enfants victimes de guerre, enfants soldats, mais aussi dans les pays qui sont touchés par l'épidémie d'Ebola, puisque les systèmes de santé et sociaux étaient déjà fragiles, mais ils sont encore plus fragilisés. Des enfants ne sont pas vaccinés justement à cause de ce problème d'institutions et, si vous voulez, de services sociaux qui sont submergés par l'épidémie et l'afflux des populations. Mais il y a aussi, à mon sens, la clé de l'application de cette Convention internationale des droits de l'enfant, et pour qu'elle soit appliquée uniformément, puisque c'est quand même l'objectif, les États l'ont ratifié, ont ratifié les 54 articles, parfois avec des réserves, certes, mais les réserves ne sont pas là pour dénaturer la Convention. À mon sens, l'enjeu, ce serait
serait la surveillance de l'application. Alors jusqu'à présent, nous avions et nous avons toujours le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, c'est-à-dire que les États qui appliquent la Convention rendent des rapports à ce comité, mais personne ne pouvait le saisir. Et le troisième protocole de cette Convention permet une saisine de ce comité, et la France devrait d'ailleurs signer ce troisième protocole aujourd'hui, à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention. C'est fait en principe, il me semble que ça a été fait. Ouais. C'est parfait, donc ça a été fait, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que les enfants ou leurs représentants pourront saisir ce comité, et là, ça c'est une avancée notable. C'est une avancée en faveur de laquelle nous avons vraiment milité l'institution du défenseur des droits, parce que justement notre rôle c'est aussi de au-delà de la défense, qui est notre première mission, notre rôle c'est aussi la promotion des droits. Je parlais tout à l'heure des enfants les plus vulnérables, il y a d'autres publics qui sont vulnérables. Or, on sait que plus les personnes sont vulnérables, plus elles sont éloignées de leurs droits et moins elles ont effectivement accès à l'information, à la connaissance. Alors, et ça, c'est vraiment justement, une vous parlez de vulnérabilité. Alors, il y a bien entendu des questions économiques et sociales et de pauvreté. Deux chiffres, 76,5 millions d'enfants vivent en situation de pauvreté dans les 41 pays les plus riches de notre planète. Et il y a 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, près de 100 millions dans l'agriculture, 12 millions dans l'industrie, 54 millions dans les services. C'est pour subvenir aux besoins des familles. Voilà, tout à fait. C'est effectivement, l'aspect économique est un aspect extrêmement important, puisque alors la Convention prévoit effectivement que les enfants bénéficient d'un niveau de vie suffisant, ou que si ce n'est pas possible, les États puissent effectivement pallier à cette situation. Mais c'est vrai que la question spécifique des enfants, de leur pauvreté, des conséquences sur eux de cette pauvreté, qui sont des conséquences qui vont les accompagner toute leur vie si cette situation perdure, puisqu'on sait très bien qu'en plus il y a beaucoup de facteurs qui vont se cumuler, eh bien ces conséquences n'ont pas encore été suffisamment appréhendées. En quelques mots, peut-être la définition d'enfant, quelle est-elle? Est-ce qu'il y a un facteur culturel? On évoquait la pauvreté. Il y a des pays où à 15 ans, un enfant va travailler, ce qui n'est pas le cas dans certains pays entre guillemets riches. Et surtout, Mohamed Kassi, le problème du travail forcé des enfants, c'est que ce travail forcé a un retentissement sur tous leurs autres droits, puisqu'en étant dans une situation de travail forcé, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les soins sont beaucoup plus difficiles, ils contractent des maladies plus facilement parce qu'ils sont plus vulnérables. Donc c'est un fléau qu'il faut vraiment combattre. Et je suis content qu'on ait pu avoir un chiffre, parce que pendant longtemps, on n'avait pas de chiffre exact sur le travail forcé des enfants par définition. Mais vous disiez un enfant, c'est pas un adulte miniature. Alors c'est quoi un enfant? Un enfant, selon la Convention, c'est toute personne qui est mineure. Donc c'est les personnes, pour nous en France, qui a moins de 18 ans. Donc la Convention s'occupe, si vous voulez, des enfants, des préadolescents et des adolescents. Donc toutes les personnes mineures dépendent de la Convention internationale des droits de l'enfant et méritent cette protection spécifique. Après, sur le terrain, effectivement, ça n'est pas toujours le cas, et le travail forcé, vous faites bien d'en parler, parce que c'est un réel problème qui fait en sorte que les autres droits ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas jouir des autres droits à cause de ce travail forcé dans des conditions parfois effroyables. Merci beaucoup, Amine Bahraine. Merci à vous, Geneviève Avenard, d'avoir accepté de témoigner en cette journée internationale des droits de l'enfant.